Alors, il faut absolument éviter les biais. Je le disais il y a un instant, les biais conduisent à des fausses pistes qui sont dommageables pour la qualité de l'information. Ces biais peuvent provenir, par exemple, de la mauvaise interprétation des statistiques, de la mauvaise compréhension des données. Ils peuvent également venir de l'utilisation des données qui ne sont pas comparables et enfin du manque de rigueur dans la manière dont ces données ont été collectées, dans l'utilisation des outils, c'est-à-dire les définitions, les classifications et les méthodes de manière générale qui ont été utilisées. Le risque est élevé si les données statistiques vous proviennent de différentes sources. Il faut donc à ce moment-là faire recours aux métadonnées dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire tout l'environnement autour de la production de ces chiffres vous aide à faire le tri et à comprendre ces statistiques. La manipulation des statistiques est une tentation courante. Une tentation courante et le journaliste doit le savoir, ne pas être naïf face à des données statistiques, face à des chiffres. Et ces statistiques peuvent être manipulées de différentes manières. Soit interpréter délibérément les données, falsifier les données factuelles, ignorer ou substituer certaines variables pour fausser les résultats, manipuler les métadonnées ou fausser les lectures des résultats. Et il faut établir avec la source qui produit ces données-là une sorte de contrat moral. Ce contrat moral d'honnêteté, de justesse et d'exactitude est le plus grand paravent pour faire face à ce risque de manipulation. Alors, vu que ces statistiques, on vous l'a dit, sont plus ou moins tentées d'être manipulées par différents pouvoirs, différentes puissances, par différents pouvoirs, par différentes institutions selon les intérêts, il y a un concept qui a été édicté par la Société Générale de Diffusion des Données, la SGDD. C'est une sorte de code moral qui s'appelle la qualité totale. La qualité totale, elle allie deux notions. La production efficace des données, des informations statistiques, mais surtout la mise en place d'un système de diffusion qui permette de crédibiliser l'information, donc d'établir la confiance, de maintenir une relation avec le client, le demandeur de la source d'information, et puis de permettre de mettre toutes les informations disponibles à la satisfaction de l'utilisateur, puisque le statisticien ne travaille pas pour lui-même, il réalise, entre guillemets, des commandes qui lui sont passées par les uns et les autres. Alors, cette qualité totale, elle est importante parce que au-delà de la qualité, elle garantit la survie même du système d'information statistique. Elle garantit la crédibilité, la fiabilité, la confiance, le respect des bonnes pratiques, puisque ces bonnes pratiques sont édictées à des niveaux mondiaux. Eurostat, par exemple, est l'organe fêtière des statistiques pour l'Europe, Afristat pour l'Afrique, et donc surveille le fonctionnement des instituts nationaux de statistiques pour être sûr qu'elle respecte ces critères de pertinence, de précision, de fraîcheur, d'accessibilité, de clarté, de comparabilité et de cohérence des statistiques publiques qui sont mises à disposition. Alors cette qualité totale est un concept que je suggère aux journalistes d'adopter. En quoi la qualité totale peut m'être utile à moi, journaliste? Eh bien, elle m'impose la rigueur dans les méthodes de travail, elle me maintient en relation avec mon environnement, elle valorise et surtout rend utile mon travail, et puis elle fait de moi un acteur stratégique dans la gestion de mon pays, de mon continent, du monde, puisque à travers mon travail et sa rigueur, je peux amener à changer des vies, je peux amener à changer une situation donnée, un problème donné. Alors, maintenant qu'on a compris plus ou moins la statistique, comment elle fonctionne, comment elle est collectée, quand le journaliste a ces données statistiques en main, comment peut-il les transformer en information? Et c'est là le plus grand défi. Pour y arriver, le journaliste, surtout en temps de Covid, doit avoir à l'esprit un certain nombre de préalables. D'abord, savoir qu'il fait face à un public qui est hétérogène, qui n'est pas un public de spécialistes forcément, il ne comprend pas forcément la subtilité des chiffres, etc. Les êtres humains ont des capteurs d'informations différents selon la manière dont ils sont constitués. Les publics sont parfois psychologiquement fragiles,
en temps de pandémie comme ceci, des gens sont fragiles. Il y a une sorte d'anxiété et d'angoisse dans l'air. Donc, avoir cela en idée, savoir qu'on est en contexte de gestion de crise, dont les éléments de langage que l'on utilise doivent être utilisés à bon escient. Et dans le cadre de la COVID-19, il faut savoir qu'aucune source n'est solide. Donc, on ne peut appuyer son argumentaire ou ses enquêtes ou ses reportages sur une seule source. Il faut savoir que dans un contexte de crise sanitaire comme celui-ci, les risques de manipulation sont démultipliés plus qu'à l'habitude. L'information sur la COVID-19 n'est plus simplement un enjeu de santé publique, c'est devenu, et vous l'avez vu à travers les bouleversements que cela a créé dans le monde, des enjeux politiques, économiques, sociaux, qui remettent en cause la gestion, la gouvernance publique dans certains pays, qui remettent en cause des systèmes politiques, qui créent des troubles sociaux. Donc lorsqu'on est journaliste et qu'on travaille sur la COVID-19, avoir cela en idée et savoir également redoubler de prudence, puisque malheureusement, il faut évoluer dans un contexte, dans un écosystème de l'information qui est pollué plus que jamais par les fake news. Alors, je vais passer rapidement sur la théorie des intelligences multiples que le journaliste doit avoir en idée. C'est Howard Gardner en 1983 qui a établi cette théorie multiple des intelligences pour savoir qu'on est tous différents. On a des intelligences qui sont logico-mathématiques, d'autres ont des intelligences artistiques, d'autres ont des intelligences tactiles, d'autres des intelligences existentielles, etc. Et que c'est à travers ce background, en général, que l'on perçoit une information qui nous est donnée, qui nous est proposée. Alors, on l'a dit, la COVID-19 n'est plus seulement un problème de santé, c'est une problématique à plusieurs miroirs, et savoir qu'il est important de mesurer, de calculer. Sinon, on ne peut pas gérer, on ne peut pas prévoir. C'est important pour les États. Et tous les États doivent gérer cette situation de crise. Le journaliste, lui, a l'obligation d'informer. Alors, pour informer, il faut savoir que une donnée statistique n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas une information. C'est un chiffre, c'est un élément de base. Un élément qui nourrit le travail du journaliste, le travail de recherche. Il faut pouvoir en faire une information. Et comment en faire une information? Eh bien, il faut faire parler le chiffre. Comment on fait parler un chiffre? Après avoir pris toutes les précautions dont j'ai parlé tout à l'heure, d'identifier la source de la donnée, de prendre en charge les métadonnées, comprendre l'environnement de production du chiffre, apporter des clés de compréhension, la restituer dans sa réalité, il est important que le chiffre devienne une réalité sociale, une réalité palpable pour ceux qui vous écoutent. Que de dire que 1% de la population est atteinte du coronavirus, ça ne veut strictement rien dire pour le commun des Camerounais. Mais si on leur dit que 2 Camerounais sur 10 sont malades, là on fait en sorte que le chiffre colle à une réalité qui soit une réalité particulière. Donc éviter d'afficher les chiffres simplement, utiliser des proportions, des proportionnels, des manières de présenter le chiffre de sorte qu'il ait réalité sociale, comme je dis. En réalité, il faut que derrière chaque chiffre, il y ait une histoire humaine. Dès lors que le chiffre est incarné, eh bien, ce chiffre-là prend du sens, parce que le journaliste parle à des êtres humains qui sont sensibles, et donc le chiffre peut susciter l'émotion. Il peut susciter une réaction, il peut être un élément de mesure, soit des avancées, soit des reculades. Il ne s'agit donc pas d'une simple accumulation des chiffres. Donc avoir un reportage dans lequel on ne retrouve que des chiffres, des statistiques, des pourcentages, etc., même si on les adosse à des grandes institutions de recherche, etc., cela n'aide pas à comprendre. Et c'est aux journalistes de faire parler ce chiffre-là, de lui donner sens, de faire en sorte que la donnée statistique vienne aider à indiquer les priorités, pour le cas de la COVID-19 par exemple, proposer des pistes de solutions et puis tracer, pourquoi pas, des trajectoires ou des directions à prendre, faire des suggestions. Je voudrais dire aussi
que les indicateurs, les données statistiques sont de très bons serviteurs, mais ils sont de très mauvais maîtres. Donc, évitez de vous soumettre à ces indicateurs. Je vais terminer par là en rappelant les risques liés à ces chiffres-là. Les chiffres peuvent embrouiller. S'il y en a trop dans votre texte, s'il y en a trop dans votre reportage, eh bien votre public n'y comprendra rien du tout. Les chiffres peuvent conduire à l'erreur si on les interprète mal. Il est important donc d'avoir des clés de compréhension de ces chiffres. Comme je vous l'ai dit, les métadonnées sont essentielles. Tous les chiffres ne sont pas bons à citer. Le journaliste travaille dans un environnement social qu'il doit comprendre. Est-ce que parce que j'ai un chiffre, je dois le dévoiler aussitôt à mon public? Cela évoque des questions qui sont peut-être plus éditoriales, qui interpellent les postures des différentes rédactions sur la manière dont on tisse son lien avec son public. Les chiffres doivent absolument répondre à un besoin de savoir. Ça peut paraître banal, mais il ne faut pas donner un chiffre pour le simple plaisir de le donner. Le chiffre doit être une réponse à une question, à un besoin de savoir. Et puis dans une situation de crise, eh bien, le chiffre peut être contre-productif. Il doit être manipulé avec beaucoup de soin parce qu'on l'a vu au Cameroun avec le début de cette pandémie, vers les débuts des mois de mars et d'avril 2020, certains médias avaient pris l'habitude d'afficher des chiffres sans explication. Mais il y a eu une panique générale qui a fait qu'ici et là, il y a eu des reculades. À certains moments, il a été demandé aux journalistes de ne plus afficher les chiffres parce qu'au-delà de sensibiliser, le chiffre effrayait et lorsqu'on est effrayé, on est bridé évidemment et on ne peut pas agir. Donc, il est important d'éviter en situation de crise de créer une peur paralysante. Une peur peut être bonne lorsqu'elle permet l'action, mais lorsque c'est une peur paralysante, on arrive plutôt à un traumatisme collectif des populations qui peut être contre-productif. Donc, je vais conclure en disant que les chiffres sont un outil précieux certes, mais un outil entre les mains des journalistes. Il faut que les journalistes puissent les utiliser à bon escient, notamment dans la gestion de la crise sanitaire à coronavirus que le monde traverse depuis décembre 2019. Les ponts doivent être établis entre journalistes et statisticiens impérativement. Les journalistes doivent faire l'effort d'aller vers la statistique, de la comprendre, de l'intégrer, de l'apprivoiser. Les statisticiens aussi doivent faire l'effort de se faire comprendre par les journalistes, habitués qu'ils sont à travailler un peu repliés sur eux-mêmes. Pensez toujours à l'utilisation qui est faite de leurs données statistiques parce que leur destin n'est pas de finir dans les tiroirs de leurs instituts de recherche. Merci infiniment de votre attention.